On a un test qui régit notre société parce que nous sommes tous égaux. Maintenant, c'est les tests là qui nous disent, puisque 27 millions d'Ivoiriens ne peuvent pas être présidents, voici ce test là qui va permettre à ce que 27 millions d'Ivoiriens sauvages, d'Ivoiriens bruts, 27 millions, si tout le monde veut courir pour aller vers la présidence, Wallahi Bilaï, vous avez vu en Indonésie, non? On dit mouvement de foule, il y a eu près de 170 morts là-bas. Donc pour ne pas qu'il y ait mouvement de foule de 25 personnes qui convergent vers le plateau pour aller à la présidence, pour aller sur Babougou, on a mis des tests pour dire, pour aller dans cette maison qu'on appelle le palais présidentiel, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, voilà le temps que tu dois faire, et voilà combien de fois tu dois faire, et tout ça, et voilà les conditions qu'il faut remplir, voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui ne respecte pas ce que nous-mêmes on a écrit pour ce mec-là. Il s'appelle un dictateur. Il s'appelle un dictateur. C'est parce qu'il a construit les tâches pour toi à Gbebia. C'est pas parce qu'il t'a donné 100 milliards pour que tu sois député de temps. C'est pas parce que pour que vous veniez faire les chantres. Tant que vous faites ça, vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Tant que, au nom des milliards que tu reçois, pour aller contre le test sacré, parce que ce qui est sacré pour l'islam, c'est quoi? C'est le Coran. Ce qui est sacré pour la Bible, c'est quoi? C'est la Bible. Et pour l'église, c'est la Bible. Ce qui est sacré pour le judaïsme, c'est quoi? C'est la Torah. Ce qui est sacré pour une nation, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui est sacrée. C'est la Constitution qu'on doit vénérer. Pour qu'un pays puisse prospérer, pour qu'un pays puisse être grand, il faut que tout le monde s'accorde unanimement autour de la Constitution pour qu'on respecte ce texte. Le seul qui ne respecte pas, c'est un brigand, c'est un vagabond, c'est un dictateur. Maman a mis des arachides là. Kadi, vends les arachides et tu nous envoies le bénéfice. Tu es une vendeuse d'arachides, tu es là, tu vends les arachides. Tu veux faire pipi, tu te lèves, tu t'en vas aux toilettes parce que tes arachides sont là. Moussa quitte là-bas, il vient voler les arachides. Les arachides sont là. Pour que Moussa donne 25, on lui sert pour 25. Les arachides sont là. Pour que Olivier donne 50, on lui sert pour 50. Les arachides sont là. Dès que Kadi se lève, c'est dessus des arachides. Même pour obtenir ces arachides-là, il faut payer pour les obtenir. Quand Kadi est assise, tu donnes tes 50, elle te sert pour 50. Tu donnes pour 100 francs, elle te sert pour 5 francs. Mais si les arachides sont là, Kadi se lève pour aller pisser, les arachides sont toujours là. Mais pour obtenir ces arachides-là, il est dit qu'il faut payer à Kadi. Kadi n'est pas là, mais tu attends Kadi. Dès l'instant où tu plonges ta main dans les arachides et que tu prends les arachides sans l'aval de Kadi, sans tes 25, sans tes 50, sans tes 100 francs, bien sûr tu as les arachides en main, tu les manges, mais on t'appelle un voleur. C'est aussi simple que ça. Tu es un voleur parce que tu es allé contre. Pour avoir ces arachides, c'est le commerce, il faut les payer. Tu vas dire c'est simplement des arachides, mais j'ai pris 2 arachides seulement là. Ça fait quoi? Ou bien j'ai pris, est-ce que c'est millions? Mais c'est 2 arachides parce que tu n'as pas respecté le code pour prendre ces arachides. Tu comprends? Tu n'as pas respecté le code pour prendre ces arachides. Pour prendre ces arachides, il faut passer chez Kadi, il faut vous donner tes 25. Tu obtiens, pour le montant que tu as donné, tu obtiens la quantité d'arachides qui t'est due. Ok? Quand Kadi se lève, les arachides sont là. Ce qui protège les arachides, c'est la conscience. La conscience de savoir que pour avoir ces arachides-là, il faut mettre la main à la poche et les payer. Sinon, autrement, les arachides sont là. Les arachides sont vulnérables. Celui qui est garant de l'invulnérabilité de la Côte d'Ivoire, celui qui est garant de l'invulnérabilité de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr, bien entendu, le chef de l'État. Si le chef de l'État qui est garant de notre Constitution commence à être lui-même le brigand de la Constitution, mais autrement non, ça sera aberrant, ça sera de l'utopie de voir des policiers aller arrêter des pickpockets à Djamé. Et parce que la chaîne n'est pas respectée. Celui qui est garant des valeurs. Parce que ce qui donne droit aux policiers d'aller arrêter des pickpockets à Djamé, c'est parce que les policiers sont sur des ordres. Et de façon hiérarchique, de façon hiérarchique. Mais si en haut même déjà, il y a du banditisme en haut, mais pourquoi vous voulez qu'il y ait de l'ordre en bas? C'est aussi simple que ça. Alors, nous militons pour qu'on soit
dans une démocratie réelle pour que le développement puisse arriver. Et c'est normal et c'est logique qu'il y ait des personnes courageuses pour dire les choses de façon courageuse et dire les choses de façon simple. Ce qui est arrivé aux Blancs, ce n'est pas parce que les Blancs sont plus intelligents que nous. Les Blancs ont compris qu'il fallait ça pour qu'ils soient développés. Aujourd'hui, ils ont réussi en longueur d'année à avoir tout le développement qu'ils ont. C'est pas parce qu'ils ont plus de cerveau que nous. C'est quelque chose qu'on a besoin d'inculquer, c'est quelque chose qu'on a besoin de mettre dans notre pays et calmement et facilement. C'est possible. C'est possible. Si nous respectons simplement les textes, c'est possible. Mais non, c'est une personne qui se croit plus intelligente que tout, c'est une personne qui pense que, Mandela là, Mandela nous a donné l'exemple. Et jusqu'à preuve du contraire, Mandela il a fait. Il est venu, il était encore en vie, il pouvait le faire mourir, il n'a pas fait, il est parti. Au jour d'aujourd'hui, les gars, ils en bénéficient encore de ce grand héritage, de ce vaste héritage que Mandela a tracé en Afrique du Sud et puis ça continue de marcher. On peut le faire. C'est pas parce que nous sommes des sous-hommes. On peut le faire. On peut le faire. S'il y a la volonté de faire, on peut le faire. Ok? On peut parler de politique de notre pays. Nous avons suffisamment l'intelligence de parler de politique de notre pays. Pourquoi nous avons peur de parler de politique de notre pays? Parce que les intelligents, quand ils vont arriver au pays, parce qu'ils parlent d'un autre son de cloche par rapport à ce que nous avons l'habitude d'entendre dans les arcanes du pouvoir, on va les arrêter. Les élites africaines sont arrêtées. Ceux qui vont militer, ceux qui vont lutter pour que l'Afrique soit développée, ils sont arrêtés, emprisonnés, empoisonnés, tués. Mouri Amadi, vous tuez les enfants qui vont apporter le développement dans le pays et ça vous étonne que les caniveaux sont bouchés, ça vous étonne que quand il pleut, tous les coins sont inondés et tout ça parce qu'il y a des gens qui veulent s'asseoir, manger et vous allez manger, vous allez manger jusqu'à combien? Vous allez manger et puis ça vous apporte quoi? Sans penser à la jeunesse, sans penser à l'avenir. Demain, vous ne serez pas là. Mais ceux qui viennent là, ils vont trouver quoi? J'ai dit ici. Pourquoi est-ce qu'un chef d'État africain est obligé de mourir au pouvoir? Quand tu sais que tu fais ton mandat, avec le carnet d'adresse que tu as, avec l'expérience que tu as, tu peux manager ton successeur. Parce que tu as encore envie. Quand ton successeur va aller dans les rencontres internationales et qu'il va avoir des difficultés pour ouvrir des portes au niveau des bailleurs de fonds, au niveau des investisseurs, il va te passer un coup de fil pour dire, ah grand frère, il y a un Chinois là qui me fatigue, je suis arrivé mais depuis ils ne m'ont pas encore reçu, je ne sais pas. Grand frère va appeler Chinois là, pour dire oui c'est mon petit. Il est venu parler au nom de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui m'a remplacé là. Tu ne le connais pas? Ah, mais c'est mon petit, non? Ah, c'est ton petit. Il ouvre la porte. Ça aussi, c'est parce que tu as envie. Mais un vieux président qui est mort, ton successeur arrive, tu es mort. Il va maintenant dans les rencontres internationales, on ne le connaît pas, il n'a pas de carnet d'adresse, mais il va apporter quoi au pays? Il faut que vous passiez le relais, il faut que vous soyez en vie pour que quand nous sommes bloqués, on puisse vous appeler et que vous puissiez user de votre carnet d'adresse, de votre aura, de votre expérience pour permettre à ce que les jeunes présidents qui viennent derrière vous puissent évoluer et que ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on apporte le développement. Mais toi, tu es mort, tu sais quoi au pays? Tous les 2 mandats que tu as fait, tous les 3 mandats que tu as fait, l'expérience que tu as acquis, ça va servir en comment au pays? Parce que plus que ton prédécesseur et ton successeur, il est un agent assermenté, un agent, il est un agent pour la Côte d'Ivoire. Donc, il se met même à ta disposition. Tu es son ennemi. Pourquoi est-ce qu'en France, ici, quand il y a les crises, comme les attentats et tout ça, à l'Élysée, le président convoque les anciens présidents? Parce que chacun a déjà vécu quelque chose. Ils vont venir se réunir pour dire, quand ça t'est arrivé là, qu'est-ce que toi tu as fait? Et toi, quand c'est arrivé, il va dire, moi j'ai fait ça. Ah, je connais un vieux marabout quelque part là-bas, lui seulement, si on l'appelle, il va décanter la situation. Il se concerte et puis il trouve la solution pour le pays. Pourquoi chez eux ça marche et chez nous ça ne marche pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas que nous nous disions les choses de façon franche? Est-ce que Alassane Ouattara, il sera bénéfique pour nous, mort ou vivant? Avec tout le cursus, tout le background qu'il a. Tout le sacrifice qu'il a. Qu'est-ce qui fait que Alassane Ouattara l'a aimé?
Parce qu'on s'est dit, oui, c'est un univers, il était aux États-Unis, l'État américain, il était là, l'État au FMI, il était là. On a mis ça dans la tête de nos parents. Il va venir avec des pluies de milliards, des tonnes de milliards. On a mis ça dans notre terrain. Maintenant qu'il est là, son espérance, puisque quand on dit Amérique, on voit Amérique, on voit la grande puissance. On a un frère qui est allé en Amérique, qui a vécu avec les Blancs, qui est venu avec son espérance en Afrique, mais il ramène non seulement l'argent, mais il amène cette grande démocratie qui sont les États-Unis. Donc vous voulez que Alassane Ouattara soit considéré comme un arnaqueur? Il nous a blagué, il a menti à toute une génération. Voilà pourquoi il y a des jeunes, comme les Guillaume Soro à côté de lui, pour lui dire, président, ce n'est pas bien pour vous. Tous les autres qui sont en train de lui dire autre chose, ce sont ses ennemis. Parce que ce monsieur a tellement travaillé qu'il a besoin de rentrer dans l'histoire. Et que dans toutes les universités africaines, on puisse parler d'Alassane Ouattara. On puisse dire ce monsieur, c'est un grand bâtisseur. Mais c'est un chantre de la démocratie. Ne laissez pas le vieux s'embourber dans vos intérêts personnels. Ne laissez pas le vieux au soir de sa vie s'embourber dans vos intérêts personnels. Si vous l'aimez, restez là à lui dire que non seulement en Afrique, nous savons que nous sommes colonisés, la néocolonisation, en tout cas, nous savons que côté économique et tout ça, même si c'est un brillant économiste, nous ne retenons pas l'économie, nous retenons la politique. Est-ce qu'il a été un bon président? Est-ce qu'il a été un président démocratique? Est-ce qu'il a été un leader? C'est ce que nous allons retenir. C'est ce que nous allons retenir. C'est ce que nous allons retenir. Ok? Donc ne faites pas que le vieux au soir de sa vie pas comme ça. Ok? Voilà. Faut pas qu'il soit l'objet d'irrévérence. C'est très important. On a besoin. Au feu Boigny là. Au feu Boigny, on ne retient pas Doufeu Boigny, celui qui a créé la basilique. On retient Doufeu Boigny, un grand homme de paix, un homme de consensus et tout ça. C'est ce que, quand on dit Doufeu Boigny, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais imaginez dans les années 60 là-bas, les grandes bâtisses que vous faites à construire là. Au jour d'aujourd'hui là, ça nous sert encore jusqu'à aujourd'hui. On passe sur le pont de Gaulle, on passe sur le pont Feu Boigny. Mais pour l'instant là, il y a les petits goudrons d'une manière, quand il pleut d'une manière là, goudron là, de toute façon ça s'en va là. Tu as l'impression que c'est coulé debout. Mais tout ça là, on s'est dit, alhamdoulilah, ce sont des gens qui ne font pas bien leur boulot et on laisse ça comme ça. Ok? Donc, ce que tu dois comprendre, Kadi, quand quelqu'un te dit que ça a duré, c'est parce que tous ceux qui se battent, ils ont besoin d'un certain aboutissement. On était dans une phase électorale. On avait nos candidats qui étaient engagés. Nos candidats n'a pas eu sa candidature validée. Ça a été rejeté. Laurent Gbagbo, sa candidature a été rejetée. Après, il y a eu le boycott actif. Il y a des présidents de partis politiques comme Afingessa, comme Bedi et tout ça, qui ont refusé de participer à ces élections-là. Et que notre super-héros a convaincu un jeune d'une instance politique qu'on appelle le PDC, en la personne de KKB, parce qu'on lui a promis, bien sûr, après un adversaire politique qu'on s'empresse de donner un portefeuille ministériel. On comprend que ce sont des discours qui ont été faits dans les salons feutrés des hôtels d'Abidjan. Ça, c'est sûr, parce que c'est un adversaire politique, c'est pas à lui qu'on se presse pour lui donner un ministère. Et puis, d'autant plus que c'est un ministère de réconciliation, c'est-à-dire qu'un poste stratégique, même qu'on aurait pu donner à un sage. Parce que si on veut vraiment se réconcilier, on donne à quelqu'un qui a un langage concordant, un langage rassembleur pour tout le monde, une personne, une éminente personnalité qui est respectée. Soit on pourrait donner ce poste-là, soit à un chef traditionnel, bien religieux, parce qu'on veut vraiment se réconcilier. Mais il est là, hein. Il a été nommé ministre de la Réconciliation, mais jusqu'à peu du contraire, il y a plein d'enfants de la Côte d'Ivoire qui sont encore en exil. Donc ça veut dire qu'il n'a pas d'autorité sur le président. Quand on veut vraiment nommer
un ministre de la réconciliation dans une volonté réelle politique, on donne ce poste-là à une personnalité qui est consensuelle, qui fait le consensus. Une personnalité qui peut librement parler, non seulement au chef de l'État, mais à tous les adversaires pour leur dire, voici l'enjeu et pourquoi est-ce que c'est fondamental que vous retournez et que vous asseyez sur une même chaise pour discuter. Donc, le fait même de nommer ce gars dans un arrangement politique et le mettre là, dans ce poste de ministre de la Réconciliation, on comprend que les dés sont déjà pipés. Les dés sont déjà pipés et que le monsieur n'aura pas toute la main pour faire son travail comme il se doit. On a encore la lucidité de parler comme ça, sans insulter, l'intelligence de s'exprimer de façon politique, de façon claire, mais sans manquer de respect à qui que ce soit, mais parler pour que notre pays puisse aller de l'avant. On peut parler de notre pays en toute fraternité. On peut parler et vous voyez que c'est clair. C'est quoi l'objectif des gens qui sont en prison depuis 2010, dans une crise qui opposait tout le monde, et on les mettait encore en prison? Pourquoi? Pourquoi? On est là, on est à notre service, nous sommes des gendarmes, nous sommes des militaires, on est à notre service parce que nous pensons que nous sommes dans la vérité, parce que nous touchons des salaires, nous travaillons. Il y a des vents, il y a des gens qui sont en train de tirer. Mais les gens tirent, on tire, ils tirent, on tire. On ne sait pas où ça quitte, mais ça tire, on tire. Bon, vous avez la puissance de feu. Vous êtes arrivé jusqu'à nous, vous nous avez mobilisés et immobilisés. Vous avez réussi à nous immobiliser. Au moment où on veut chercher à comprendre qu'on est en prison, on estime que nous sommes en prison pour qu'il y ait la calmie. Dès l'instant où il y a la calmie, puisque nous sommes déjà immobilisés, la prison pour nous là, se constitue comme une sorte de sécurité pour nous-mêmes. On est à notre service. Ça tire. Ça tire dans notre direction. On riposte. On n'est pas en guerre parce qu'on ne sait pas. Nous venons prendre notre garde en tant que des militaires régaliens. Des militaires régaliens qui prennent poste dans les propres services. Ils sont là. Parce que leur rôle là, c'est d'assurer le service là. Il y a des coups de feu qui viennent. Dans le vide, on tire sur nous, on riposte. On riposte d'abord pour comprendre. On n'est pas dans une logique d'attaque. On est dans une logique de défense. Maintenant, la puissance de feu fait que nous sommes vaincus. On baisse les armes. On nous sécurise. Et que quand tout est calme, on nous laisse partir. Qu'est-ce qui fait de nous des ennemis là? Puisque c'est vous qui nous attaquez. Pourquoi nous sommes des ennemis? Nous sommes payés pour assurer la sécurité de l'endroit où nous sommes là. On est payé pour ça, au nom de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi on est vos ennemis? Moi je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on réfléchisse? Libérez les militaires là. Libérez-les. Les gens sont en train de travailler, sont là. Mais c'est étonnant quoi. Pour rien comme ça. 10 ans. Depuis 2000, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. C'était de leur faute. Si les accords au niveau des politiques n'ont pas marché, si Laurent Gbagbo dit qu'il ne sait pas le pouvoir, et pour eux, c'est lui que le président légitime. Depuis 2010, les gens sont en prison. Et le fait de le dire, c'est être contre Alassane Ouattara. Non. Mais pourquoi vous nommez les shérifs, tout le monde là, les généraux? C'est au nom de quel fait d'âme? Si la sécurité est tant garantie au pays, pourquoi ces personnes vous font tant peur? Laissez-les aller vaquer à les occupations. Ça fait combien d'années les gens n'ont pas vu les enfants? Ça fait combien d'années? Ayons un peu encore le cœur, ok? Ayons encore un peu le cœur. Donc, je pense que je me suis beaucoup exprimé. J'ai parlé beaucoup. Je parle à mes frères. Je parle à la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'espoir pour que les jeunes Ivoiriens puissent se retrouver. J'ai beaucoup d'espoir pour que nous puissions avoir cette identité culturelle ivoirienne. Restons encore dans la culture, restons encore dans nos justes cultures. C'est très important. La Côte d'Ivoire regorge beaucoup
beaucoup d'intelligence pour que nous puissions finir comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. On a besoin de se battre. C'est notre héritage commun. On ne va pas laisser comme ça. Mais quand on dit se battre, les adeptes du coup d'État, donc quand tu dis battre, ils pensent que c'est coup d'État. Dès que tu parles de battre, mais on se bat sur l'idéologie politique. Qu'est-ce qui a été fait? Comme ça a été fait ici, concentrons nos acquis ici. Ok? Donc, c'est pour répondre à ma soeur Kadi. Je pense que mon gros français là, elle ne comprend rien là-dedans. Elle ne comprend rien là-dedans. Donc, je peux parler avec ma petite soeur, descendre mon niveau intellectuel jusqu'à son niveau pour lui parler de façon comme ça claire pour qu'elle puisse comprendre. Mais l'idée en fait de ce que je lui ai dit, quand je le dis ici, vous voyez où je veux aller. Mais j'explique, écoutez un peu, quand je vais revenir sur mon frère Andy Maribel, parce qu'il a besoin aussi des explications des dits qu'il a entendus chez Kadi. Vous savez que quand il y a eu le coup d'État au Mali, les gens ont attribué ce coup d'État-là comme quoi Soro Guillaume aurait des accointances avec les autorités maliennes. Je vous le jure et je vous le dis. Soro Guillaume, depuis 2002 jusqu'en 2010, quand on organise les élections et que il a été non seulement chef rebelle, mais après il a été secrétaire général des forces nouvelles. Donc, entre lui et Assimi Goïta, qui a besoin de courir derrière quelqu'un pour avoir une expérience en matière de gestion humaine, militaire et tout ça? Mais Assimi Goïta n'est pas le semblable de Soro Guillaume. Aujourd'hui, avec le rang peut-être de façon protocolaire, en tant que chef de l'État, on va dire protocolaire, il est président. Soro Guillaume n'a pas encore été président. Mais sinon, dans le marquis, en matière de gestion, celui qui a la longévité, qui a géré une crise, qui a géré des rebelles, Assimi Goïta n'est pas le semblable de... Soro Guillaume n'est pas le camarade d'Assimi Goïta. Je suis désolé. Pour que Soro Guillaume pas de faire le lèche-bord derrière Assimi. Mais attendez, mais Soro Guillaume a été premier ministre de la Côte d'Ivoire quand même. Donc Assimi Goïta fait son coup d'État du Mali et on attribue cela comme quoi Soro Guillaume a financé le coup d'État au Mali pour que... Parce que bon, on va... Franklin Nyamsi c'est un panafricain. Donc Franklin Nyamsi, même s'il est conseiller de Guillaume Soro au niveau des questions politiques ivoiriennes, il a des attaches avec d'autres hommes politiques qui n'ont rien à voir avec ses activités à côté de Soro Guillaume. Je ne suis pas le porte-parole de Soro Guillaume. Je suis quelqu'un qui a une lisibilité, je suis quelqu'un qui s'intéresse à son pays. Donc j'utilise les questions politiques concernant mon pays. Et j'ai l'intelligence d'interpréter les choses. Donc, les activités de M. Franklin Nyamsi n'incombent pas à M. Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro a besoin de conseils politiques au niveau de son pays, la Côte d'Ivoire, il peut faire appel à ses conseillers, notamment à Franklin Nyamsi. Ok? Mais en dehors de ça, Franklin Nyamsi, il propose ses services à des leaders politiques africains et ses activités n'ont rien à voir avec M. Soro Guillaume. Ok? Donc, Assimi Goïta fait son coup d'État, il est président, il est truc là-bas. Mais ce serait qu'il va casser ses occupations. Hein? Il est peut-être de réfléchir pour la Côte d'Ivoire. Donc, détendez-vous. Ce qui se passe au Mali, je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir. Il va faire quoi avec ça? Est-ce qu'il est à ce stade-là? Joe, quelqu'un qui allait s'asseoir à 27 ans devant Eyadema pour discuter de Côte d'Ivoire. Il allait s'asseoir à 27 ans devant Feu Omar Bongo. Mais vous-même, souvent, même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître le cran et le courage. Mais attends, mais est-ce que vous savez ce que ça soit face à un chef de l'État quand on est jeune et puis discuter? Toi-même qui es là, tu t'en t'asseoir devant un chef de l'État et sors d'ici. Tu vas courir pour sortir. Mais le gars, il est assis. Et puis on dit signe, il dit je signe pas. On ne dépose pas les armes. Mais là, il est assis au Gabon, là, devant Omar Bongo, là. Mais Omar Bongo peut dire aux militaires gabonais, mais attrapez-le, mettez en prison, tuez-le. Est-ce que vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Avion même que tu es rebelle, on dit, on s'en va faire pour parler. On te met d'avion. Tu ne sais pas si ils vont tirer si l'avion éclaté. Mais attendez, mais vous parlez de quoi même? Que non, Soro Guillaume va aller travailler pour Assimi Goïta. Mais vous-même, vous êtes malade, hein?
C'est Assimi Goïta qui va chercher audience et Soro, puis Soro va refuser Kafati. Il n'a pas le temps. Quelqu'un qui s'en s'assoit avec Thabo Mbeki, président sud-africain. Et puis dans tous ces accords, tout ça là, vous savez qu'il n'a pas tapé poteau jusqu'à envoyer le résultat devant un éminent politicien qu'on appelle Laurent Gbagbo. Le cerveau politique, le père, celui qui a contribué à ce qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire, qui s'est battu pour que Nana Houphouët-Boigny dise à partir d'aujourd'hui là, je libère, venez faire vos partis politiques là, je suis fatigué, m'a fait, venez. Quand Soro Diom rentre dans le maquis en tant que chef rebelle, c'est en face de Laurent Gbagbo, mon ami. Tous les accords, Gbagbo a tapé poteau, surtout. Parce que les rebelles n'ont jamais déposé les armes. Jamais. Jamais. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court. Même quand tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Ce monsieur ne mérite pas, surtout, moi, j'aurais préféré que Soro Diom s'est battu comme ça, arrivé aux élections, Gbagbo a gagné, et puis Soro Diom, on le jette comme de la paille. Il s'est battu comme ça, Alassane a gagné, Alassane a pris le pouvoir, et c'est Alassane lui-même qui fait ça. Je vous donne un petit exemple. Quand on faisait la photo des 4 grands, au moment des pourparlers pour la réconciliation et tout ça, vous voyez, vous savez ce que c'était les 4 grands. Les 4 grands, vous voyez, quand on faisait cette photo-là, quand on a permis à ce que Mbedi et Alassane rentrent pour préparer les élections, Gbagbo, au niveau protocolaire, pour faire la photo, aujourd'hui, Alassane est président. Dans la vie, c'est pas bien d'être ingrat. Gbagbo est le président en exercice, donc c'est le premier à venir sur le perron là, devant les journalistes pour faire cette photo. Gbagbo, on installe Gbagbo. Après Gbagbo, on installe Bédié, parce que Bédié est ancien chef d'État, donc il a ce statut protocolaire. Donc Gbagbo est là, président en exercice, bien président. Bédié, président, mais ancien président. Et il reste Alassane et Soro. Alassane, c'est le grand frère. Soro, c'est le petit frère, le fils. Mais, on vient chercher Soro, parce que Premier ministre en exercice, Soro regarde le vieux. Mais le vieux, en ce moment, c'était le petit de Soro. On met Soro, et après on va chercher Alassane, parce que protocolaire, Premier ministre, mais pas en exercice. Et on veut l'installer pour faire la photo des 4 grands. C'est-à-dire que protocolaire, Gbagbo d'abord, Bédié d'abord, Guillaume Soro d'abord et Alassane après. Vous savez, et quand après, il faut connaître son pays. Ça ne sert à rien de venir parler, un truc comme ça. Parlez de ce que vous savez. On disait les 4 grands, mais les 4 grands, c'était Alassane qui était le dernier. Le numéro 4, c'était Alassane. C'était le dernier. Dernier Boutila, c'était lui. Tu comprends un peu? Dernier Bossoro, c'était lui. Et cette image, je pense que ça a dû faire quelque chose dans la tête de Guillaume Soro. Parce que quand tu aimes quelqu'un, ton mentor, tu veux lui donner sa première place. Aujourd'hui, il avait tous les moyens et tous les pouvoirs, parce que c'est lui qui avait les manettes à main, d'organiser ces élections-là et donner la victoire à Gbagbo. Il pouvait le faire. Parce que tout ce que Gbagbo a fait... attends, je prends un appel. Hein. Allô? Oui, bonjour mon fils. La maman. Oui, j'ai vu que tu es en live là, je viens de finir. Bon, La madre, c'est comment ça va, maman?
Oui, je vais bien. J'ai vu que tu es en live. Je viens à peine de voir que tu es en live. D'accord. Là, je suis en live. Tu as envie d'ajouter un petit truc dans ce que je suis en train de dire. Vas-y, maman. En fait, j'ai pas suivi ton truc. J'ai suivi celui d'hier quand Edwige a appelé dans ton live. Ah C'est ce que non. je viens de terminer. Là, ça sera dans le direct de 16h. Là, je suis dans la phase politique actuellement. Ça n'a rien à voir avec Edwige là, maman. Ah, d'accord, donc, Donc ok. là, à Donc, 16h, j'ai pas suivi. à 16h, je vais faire un direct par rapport à, je vais faire un direct par rapport à cette affaire d'Edwige là. Mais je voulais éclaircir quelque chose par rapport à Kadi sur la politique de la Côte d'Ivoire. Je vais lui donner une petite leçon, un petit enseignement pour qu'elle comprenne qu'elle et moi, on n'a pas le même niveau politique. Même si nous sommes ivoiriens, mais elle un peu Boursanga. Mais si la politique de Côte d'Ivoire, elle peut pas discuter avec moi. Elle n'a qu'à donner la devise d'abord de la Côte d'Ivoire. Quitter là. Non, en fait, j'ai aimé en fait juste faire un clin d'œil à l'appel d'Elvige parce que j'ai trouvé ça vous deux en symbiose dans le direct. Vraiment. On dirait même pas qu'il y avait pas là, non, non. On dirait pas, et ça c'est du Edwige, ça, toi-même tu sais que ça c'est du Edwige hein, quand elle veut. En fait, c'est ça que je tentais d'écouter ce matin parce qu'il faisait très tard que vous avez fait le live, donc c'est ce matin je tentais d'écouter. Ouais. Et là j'ai fini le boulot, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, mais comme c'est pas le sujet, je te laisse terminer. Ouais, t'inquiète pas. À 16h, on va revenir dans notre blog. Dis à Clitorine qu'elle laisse monsieur Tommy, je sais pas si c'est Tommy, mais Johnny. Ouais. Parce que on ne sort pas des gens importants sur la terre pour aller sur des moins que rien. Ouais. Si les gens veulent, malgré leur standing, se rapprocher des personnes plus petites que soi, c'est parce qu'ils sont humbles, en fait. C'est pas parce qu'ils sont humbles qu'ils sont bêtes. Le contraire, ils sont intelligents. Parce qu'ils sont, c'est-à-dire le plus riche a besoin de plus pauvre et le plus pauvre a besoin de plus riche. Mais comme elle est stupide, que c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, on va pas mélanger et puis on va pas dire aux autres, les riches qui se sont rabaissés pour aller vers cette stupide fille, de trouver que, parce que j'entends souvent, non, mais pourquoi Myriam s'est rabaissée? Non, c'est pas rabaissée. C'est parce qu'elle est humble, au fait. C'est parce qu'elle a la main sur le cœur. Là, tu as laissé sa page ce matin, tu as vu les captures qu'elle a fait de la dernière conversation? On n'a rien à foutre. Elle dit que il y a la guerre en Côte d'Ivoire, que Myriam a préparé la guerre. C'est ce que nous on veut voir. Voilà, c'est ça la preuve de ça. La conversation de copines là, nous on n'a rien à foutre. Voilà, c'est tout. On reste focus sur le complot qui est en Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse. Elle a dit que Myriam est soroïste. Elle est de mèche avec le Goumacha, le Babatien, le Soro Kibafou Guillaume. Qu'elle vient nous prouver A plus B. Voilà le sujet. Elle nous a parlé d'empoisonnement. Qu'elle vient nous montrer les preuves. C'est tout. Si elle nous sort ça, elle va voir que nous-mêmes, on va enlever notre veste, on va la soutenir dedans. Parce que notre pays, c'est notre pays. C'est notre pays. On a le droit de parler de notre pays. Pourquoi on ne va pas parler de notre pays? Mais tant qu'elle ne fait pas sortir de preuves, tout ce qu'elle sort, c'est caduc. Et c'est pas ce qu'elle va comprendre. Hein. C'est caduc. Ah, beaucoup caduc là, en tout cas, pour qu'elle comprenne, elle doit boire 3 boîtes de Nido. Hein. Et puis j'ai aimé aussi DS d'être dans ton live. C'est pour dire que c'est dans des moments difficiles. Il y avait DS dans mon live, il y avait Sarah Lajoie, il y avait Aya Robert, il y avait... Wow. Ah, il y avait ta marraine aussi. Donc en fait, voilà, que comme je dis toujours, il y avait quelqu'un qui pensait aimer les blogueurs mais qui les aimait pas forcément. Et elle prenait malin plaisir à voir que quand il y a des plaintes de part et d'autre pour les blogueurs, elle est contente parce que c'est elle qui est en bas, au fait, qui dit à la fais ci, fais ça. Ouais. Ouais. Donc, elle vient devant vous. Elle joue qu'elle vous aime, mais derrière, elle pousse les gens à envoyer les mises en demeure retour. Mais c'est le diable en personne, au fait. En tout cas, donc, elle sache que bisous, la madre. on n'a pas que ça à faire. Il y a des personnes qui te font les bisous, madre. En tout cas, mettez les cœurs. Moi-même, je leur claque le bisou. Mettez les cœurs pour parce que tout à l'heure, je viens de finir le boulot, voilà, vite fait. Donc, j'en vais attendre mon heure. Je vais fracasser. Tout à l'heure, tu vas fracasser Bordelina, la microphage. Je suis en train de rentrer là. Je suis en train de rentrer tranquillement. Tu sais qu'elle s'appelle Kadi la nécrophage et que tu sais d'où lui vient ce surnom. Non, explique-moi, j'ai pas suivi. Adamo. En tout cas, je salue tout ce que...
Je salue tous ces personnes-là parce que je vois la tribu, je vois les Amazones et les guerriers, je vois les Robins de Bois, je vois les first class, je vois les Sarah la joie là, ça c'est quel nom? Je vois aussi les DS. En tout cas, je vois tout. Les DS Love. Les DS Sarah la joie là, c'est toi-même. C'est les Montgolfiers, ou bien? Non, c'est ma petite sœur. Ma petite sœur, je ne t'appelle plus Montgolfier, ma petite sœur. Maintenant c'est là, on se fait à tout, hein. Il n'y a plus Montgolfier. Voilà, bon. C'est ma petite sœur, il n'y a pas. Non, c'est pas. Salut, si c'est ma petite sœur. La vieille mère, Béa Coucouignon, que je vois sur le direct, là, je la salue, je lui claque le bisou. Oh, elle aussi, je l'adore aussi, cette dame-là, cette grande sœur-là. En tout cas, je lui fais le bisou. Bisous, ouais. Voilà. Merci, donc, salut tout le monde, je vais te laisser. Allez, ciao, ciao, moi j'avance. Tu fais ton direct de frapponnage et après ton direct à 16h, on va venir maintenant dans ce qu'on s'est fait. Là, pour l'instant, on est en politique. Bisous depuis ta position, maman chérie. Que j'adore. Ok. Donc, on revient à nos moutons. Je vais vous jouer un élément pour remettre tout ça dans ce contexte-là parce que on va essayer de se rafraîchir un peu la mémoire au moment où on annonçait, parce que je vais bien éclaircir ce côté de Kadi qui dit, quand on dit on est pressé, c'est parce qu'on veut faire un coup d'État. Mais non. Il y a ceux qui sont venus pour Guillaume Soro et ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo, jugé comme l'homme de la situation. Ceux qui se battent pour Charles Blé Goudé, qualifié d'homme de paix, et ceux qui sont venus défendre tous les candidats de l'opposition. Des milliers de supporters réunis au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un meeting géant destiné à opposer un front uni au chef de l'État Alassane Ouattara et à sa candidature à la présidentielle. Un front uni affiché également dans les rangs des responsables politiques, aux côtés de l'ex-président Henri Konan Bédié, Simone Gbagbo, l'épouse de Laurent Gbagbo, ainsi que l'ex-premier ministre Pascal Afine-Guessan. Les représentants des deux clans du FPI assis à la même tribune, une première depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo. Leur cible commune, Alassane Ouattara. Chers compatriotes, nous devons dire non au troisième mandat. Non au viol de la Constitution. Pour ce rassemblement, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est commencer par braver la peur. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, ce niveau-là a été rempli. Que le citoyen se rende compte que c'est aujourd'hui ou jamais pour défendre sa patrie. C'est aujourd'hui ou jamais pour sauver ce qu'il nous reste. Quand on parle de ça là, c'est parce qu'on s'appuie sur la Constitution. Les militaires sont dans les casernes. Le rôle du militaire là, c'est de défendre les frontières. Le rôle du militaire, ce n'est pas de museler. Mais pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que nous pensons que nous sommes en démocratie. Et que nous devons, chaque membre politique, chaque parti politique, se refait à ce que dit la Constitution pour organiser son plan d'attaque, son plan de comment est-ce qu'il va faire pour convaincre les populations. Ce qui fait que Yasmine Onyen est au stade en train de dire qu'on ne veut pas le troisième mandat. C'est parce qu'elle a la force de la Constitution pour parler, parce que c'est pas parce qu'elle a les muscles plus solides que les gens, c'est pas parce qu'elle est une loubade, non. C'est parce que la Constitution lui donne la force de le dire et que les institutions régaliennes que sont la gendarmerie, la police, en ce qui concerne l'intérieur du pays, la protègent pour dire, si quelqu'un va venir l'agresser, ils vont dire non, ne l'agressez pas, puisque la Constitution même le dit. Donc pourquoi on va à l'école de police pour aller essayer de faire un peu de droit pour pouvoir assurer la sécurité? Et c'est parce que à l'école de police, on nous enseigne de respecter les biens et les personnes au nom de la Constitution. Donc quand un homme politique vient, au regard de ce qui est dans la Constitution, parce que c'est une femme, parce qu'elle n'est pas musclée, mais elle a la force de la loi pour dire non au troisième mandat. Mais non, on va le soir envoyer les policiers, il faut aller la chicoter, il faut aller les arrêter, il faut aller les trucs, parce que nous faisons du banditisme en politique. C'est tout. C'est tout. Pourquoi les Occidentaux sont développés? Pourquoi les Occidentaux arrivent à le faire? Et que nous les Noirs, il ne s'agit pas d'être des Kémy Séba pour dire panafricain, panafricain.
Mais les petits trucs élémentaires du respect de la Constitution, déjà, si nous arrivons déjà à respecter cela, on n'a pas besoin d'être des Kémy Séba, on n'a pas besoin d'être des pseudo-trucs, non. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de la France. Si déjà, on respecte les tests là, on va avoir le développement même. Et qu'en plus, avec la force et l'intelligence et à force de nos richesses, on sera développé même Dubaï, même les Émirats, tout ça. Ils ne vont même pas s'arrêter à côté de nous. Non. Pourquoi on va dans le fanatisme? Pourtant, on a tout prêt. On a quelque chose qui est tout prêt, qui est la loi fondamentale. On n'a pas besoin du fanatisme. Quand il y a on est face à la loi fondamentale. Le gendarme de tout ce qui est parti politique, il s'agit des femmes politiques, de la jeunesse politique, de vieux, tout ça là. Le seul gendarme qui nous régit et qui régule nos mouvements, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Reste encore d'unité, de fraternité et de solidarité. Ce samedi, en tout cas, le meeting s'est déroulé dans le calme. Seule ombre au tableau, des gradins clairsemés ici et là. Nombre de supporters ont dû se déplacer à pied jusqu'au stade du fait de l'important dispositif de sécurité imposé par les forces de l'ordre. Donc, on va aux élections. Il y a des partis politiques qui ne sont pas d'accord avec le troisième mandat. Vous comprenez un peu? Et nous, on pense que on a choisi un leader politique qui va se présenter et qu'on va se battre sur le terrain pour que, au soir des élections, là, il puisse être président de la République. On est 25 millions. 25 millions d'habitants, 7 millions et demi inscrits sur la liste électorale, et ce n'est même pas tous les 7 millions là même qui ont voté. Ok? Donc, je vais vous faire jouer un extrait de cet appel-là, parce qu'on croyait à ça. La Constitution nous confère ce droit-là de boycotter de façon pacifique. Et c'est un appel qui a été lancé par les leaders d'opposition. Notamment sur cette tribune-là, le président Bédié à côté et Pascal Afin-Guessan qui a fait ce discours-là. On va écouter, parce que je pense qu'elle n'a pas entendu ça. Premier jour de campagne pour la présidentielle ivoirienne et premier rebondissement dans les rangs de l'opposition. Lors d'une conférence de presse conjointe, les candidats Bédié et Afin-Guessan appellent au boycott du scrutin. Nous invitons en conséquence nos militants sur l'ensemble du territoire à faire barrage à ce coup d'État électoral que le président Alassane Ouattara s'apprête à commettre, à empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre du boycott actif par tous les moyens légaux à leur disposition. Pas de matériel électoral, de meeting de campagne ou encore de cartes d'électeurs. Ce processus électoral, les ténors de l'opposition l'estiment illégal. Ils appellent les militants à empêcher un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro a annoncé se joindre à cette fronde. Ici, au siège du PDCI, de l'ancien président Bédié, les instructions. Les leaders de l'opposition appellent les militants à boycotter ces élections-là parce que pour nous, on trouve que ce n'est pas légal un troisième mandat de tonton venu de l'ensemble, le pays de la démocratie. Deuxième, c'est pas grave, mais troisième, on dit non. Mais nous, notre leader, il s'est joint. Vous avez entendu le reportage? Il est d'accord avec ce qui se passe sur le terrain parce qu'en ce moment, il est en exil, mais il donne son quitus, il dit oui, je vous soutiens. Je ne conçois pas cette idée du troisième mandat. Je ne conçois pas.
Je ne conçois pas. Je n'accepte pas. Donc, je joins mes partisans à cette lutte-là et voilà. Notre leader a donné son truc, il dit, mais pas dedans. Donc, pour nous, la force de la rue va faire basculer. Quand on va en guerre, on va au combat, on espère gagner. Maintenant, vous avez vu tout ce qui s'est passé, le bac à verre, les machettes, les loubas, parce que les gens ne jouent pas franc jeu. Le peuple descend, normalement. Il y a la CEDEAO, il y a les organes internationaux, tout ça. Et le pays là ne respecte rien. Vous savez que Guillaume Soro a longtemps été au tribunal africain, il a gagné tous ses procès. Mais est-ce que ça a été mis en exécution par les gens d'Abidjan? Rien. Les gens ne respectent pas. Ils ne respectent pas les accords qu'eux-mêmes ils signent. Et vous voulez que nous, en tant que jeunes Africains, vous voulez qu'on parle dans votre histoire des panafricains, sachant que très bien même que les organes que nous-mêmes nous sommes donnés, on ne les respecte pas. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord avec cette vision de panafricanisme dans la bouche. Pourtant, sur la lutte, il n'y a aucune action concrète pour contraindre les chefs d'État dictatoriaux, tout ça, à plier les Chines. Je ne suis pas les combats qu'on parle dans la bouche. Je ne suis pas là-dedans. Je n'accepte pas. Nous avons des institutions africaines qui fonctionnent. Dès l'instant où la Cour africaine prend prononce des juifs, les pays eux-mêmes qui ont signé ces accords avec la Cour africaine ne respectent pas. On est dans le vagabondage. Et vous voulez qu'on... Mais c'est mieux qu'on abandonne, on laisse tout ça. Donc, quand quelqu'un te dit, je suis un leader, je pense que bientôt il va être président. Ça dépend de sa force de caractère, ça dépend de sa force de résistance. Il y en a qui peuvent résister 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais il y en a qui ne peuvent pas résister une semaine et puis ils abandonnent. Donc ce n'est pas une question de coup d'État qu'a dit. Quand j'étais en train de te dire ça, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient tellement sûrs de la popularité de Guillaume Soro et qu'ils étaient sûrs que sa candidature allait être validée et qu'ils étaient sûrs qu'au soir du 30 octobre, voilà, la Côte d'Ivoire allait avoir un nouveau président à la personne de Guillaume Soro. Malheureusement, sa candidature a été rejetée. Malheureusement, il a eu tous les problèmes qu'il a. Malheureusement, il voulait rentrer le 24 décembre là, pour aller fêter, pour qu'on voit même son visage. Son avion a été détourné. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a des gens qui peuvent supporter, mais il y a des gens qui ne supportent pas et qui abandonnent le navire. Écoutez, ils ont voulu faire coup d'État et puis ils disent c'est long. Non, ma soeur, si tu es bête, que tu n'as pas une lecture politique et que tu ne connais pas la politique de ton pays, je suis désolé, toi et moi, on n'est pas logés à la même enseigne. Ok? On n'est pas logés à la même enseigne. Donc, c'était ce que je t'ai venu t'expliquer. Et que si j'ai pris l'exemple de l'artiste Andy Maribel, que tout le monde connaît, qui a fait des chansons à l'image de GPS, qui a fait des chansons avec son grand frère Joss Menjos, qui est le coordinateur GPS au niveau de la culture et tout ça, c'était pour prendre exemple pour dire que bien sûr, le militaire là, Fofana est parti, qui s'est fait arrêter, mais voici Andy Maribel qui est parti à Abidjan, qui n'a pas été arrêté, et qu'à l'aéroport, quand tu es soroiste, que tu arrives, ton nom est écrit là-bas, et que quand tu arrives, si tu es vraiment venu pour faire des coups d'État, ils vont t'arrêter. Mais voilà, il est venu, ils sont venus, ils lui ont posé des questions sur son identité et tout ça, et ils l'ont laissé repartir. Parce que les services secrets ivoiriens sont performants. Attends, même si on est opposant, on peut aussi valoriser la sécurité aussi du pays. On n'est pas des va-t-en-guerre, on n'est pas des gens qui crachent sur tout. Donc c'est de faire la part belle aussi à la sécurité aussi du pays pour dire qu'ils ont encore la lucidité de faire la part des choses entre un civil qui rentre dans son pays, même s'il est opposant, et un militaire qui rentre et qui aurait des velléités et quelconque. Mais ça ne doit pas tout le temps s'attribuer au mentor qui est dans son coin, qui n'a rien demandé. Ça ne doit pas tout s'attribuer. Les gens sont libres de vivre leur vie, les gens sont libres de leur choix, et que toutes les agitations que les gens font, ça ne doit pas forcément être perçu comme s'il y a quelqu'un qui est en haut qui pousse les manettes et tout ça, qui s'appelle Guillaume Soro. C'est ce que je vais vous faire comprendre en fait. Les gens sont libres de leur mouvement. Vous comprenez? Ce monsieur-là, cet officier-là, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'il a dû partir à Abidjan parce qu'il a eu une affectation et qu'il a estimé qu'il a envie d'aller donner, il a envie d'aller servir son pays. Ça n'engage que lui, il l'a fait. La lutte, c'est la lutte. Chacun lutte à sa façon. Chacun a sa conscience.
Mais au-delà d'être des membres de GPS ou bien des compagnons de Guillaume Soro, ce sont des gens aussi qui ont leur famille. À un moment donné, ils pensent pour leur famille. À un moment donné, ils se disent que, ben, franchement, j'ai envie de voir mes enfants grandir. J'ai envie d'avoir une stabilité. Je suis fatigué de l'exil. Je suis fatigué d'être ici, d'être ici, d'être ici. Et que je vais aller une bonne fois pour toutes. Ils vont m'interroger, ils vont m'arrêter, ils vont me poser des questions. Ils vont filtrer, ils vont voir que j'ai rien, ils vont me libérer. Chacun a sa conscience. Donc, ne me fais pas passer, comme je l'ai dit, pour... moi, j'assume. J'ai toujours assumé mes choix. J'ai toujours assumé. Ou bien tu veux que j'appelle Guillaume Soro pour que tu saches que c'est mon grand frère. Je te dis que c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Et je ne peux pas l'abandonner pour quoi que ce soit. Dans les audios aussi, quand nous sommes en train de parler, je sais que tu es RHDP et je sais aussi que tu es ma soeur, que je peux dire des choses qui peuvent t'arranger. Je peux te dire, oui, j'aime la politique de ton président. Par respect aussi pour ton président, parce que c'est quelqu'un aussi que tu as choisi. Je peux te dire des choses, ça c'est quelque chose qui reste entre nous. Et que quand je vais te laisser et que je vais venir être sur la tribune pour avoir mes discours politiques, pour galvaniser les membres de GPS ou bien galvaniser la population, pour adhérer aux idéaux de mon leader, je vais venir donner un autre son de cloche. Ça ne fait pas de moi un traître, mais ça ne fait pas de moi vendu. Quand tu veux breaker une go, tu dis, ah chérie, écoute, t'inquiète pas, donne-moi un coup, je vais te donner 10 millions. C'est à donner un coup. Tu peux fuir, tu ne donnes pas les 10 millions. Chacun de nous a sa façon, a ses approches, chacun de nous a sa façon de s'exprimer, chacun de nous a sa façon de manager. Maintenant, c'est le discours que tu tiens en public, là. C'est ce que les gens doivent retenir. C'est en public ce que tu dis, c'est ce qui sort de toi. Maintenant, sinon, on peut faire des discours. Les présidents que vous voyez là, ils font des discours comme ça, des campagnes là, mais quand ils se retrouvent en lobbying, quand ils se retrouvent pour manager des affaires, ils ne vont pas venir parler comme ça, comme s'ils parlaient dans un meeting. Ils vont venir avoir une attitude, ils vont venir avoir une diction soutenue par rapport à l'objectif de leur mission, par rapport au management et tout ça, tout ça. Donc, les amis, seront détendus. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous appartenons tous à un même pays. Nous avons un seul héritage qui est notre emblème. Union, discipline, travail, orange, blanc, vert. C'est ça la seule chose. L'éléphant de la Côte d'Ivoire qui est là, c'est la seule chose qui nous réussit. Sinon, les leaders des partis politiques, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, mais la Côte d'Ivoire, c'est le reste. La Côte d'Ivoire, c'est le reste. Ok? Il ne faut pas transformer la Côte d'Ivoire en royaume. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que nous allons faire des passations de pouvoir de père en fils ou bien de grand frère à petit frère. Nous ne sommes pas dans un royaume. Et ça, si jamais et d'aventure, c'est quelque chose qui est prêt à se dessiner, nous allons nous opposer. Nous allons nous battre parce que nous voulons qu'il y ait vraiment la vraie démocratie dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire n'est le champ de maïs de personne. La Côte d'Ivoire n'est le champ de maïs de personne. Vous n'allez pas embastiller notre pays. Nous n'allons pas, avec tous les combats que nos anciens ont vécu, nos anciens ont menés, nous allons accepter que la Côte d'Ivoire soit un royaume où on passe de président à président, comme ce qui se passe au Togo, comme ce qui se passe au Gabon. Mais nous allons le refuser. Nous allons le refuser par les voies légaux, par les voies démocratiques, qui sont les manifestations éclatées, les meetings et tout ça. Nous allons nous battre avec les moyens démocratiques. Et le dit, c'est être contre Alassane Ouattara. Le dit, c'est être comme Alassane Ouattara. Nous sommes tous là, nous voyons qu'il est en train de préparer son poulain qui est le ministre actuel de la Défense. Nous savons qu'il est en train de préparer le chemin. Est-ce que pour l'homme démocratique qu'il est, est-ce que pour tous les combats qu'il a menés, que les camarades H, toutes ces personnes, même Amadou Soumaro, même, il est décédé comme ça là, c'est tous les coups qu'il a encaissés de toute sa vie pour qu'il soit aujourd'hui ministre. Vous savez, le RDL, les combats qu'ils ont vécu, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, pour que toi qui incarnes ce combat-là, tu vas venir saper tout le combat des gens. Il y a des gens qui t'ont suivi pour ta personne à la Ouattara, mais il y a des personnes qui t'ont suivi pour ce que tu véhiculais comme un message d'espoir pour notre très cher Côte d'Ivoire, par rapport à ton bagage intellectuel, par rapport à ton cyclus, et que tu vas venir transformer par quelle magie la Côte d'Ivoire en royaume. Mais nous allons dire non. C'est clair que nous allons dire non. Il y a d'autres intelligences, il y a d'autres intellectuels, il y a d'autres personnalités en Côte d'Ivoire qui peuvent te succéder et ça ne sera pas ton petit frère. Malheureusement, ça ne le sera pas. On ne va pas être dans le royaume ouattaraïsme, même dans le royaume. On ne pourra pas être, on ne va pas l'accepter. Il n'y a pas que les Ouattara intelligents en Côte d'Ivoire. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui est la vérité. On ne sera pas dans le Ouattaranistan. Ça ne sera pas le Ouattaranistan, ça sera encore la Côte d'Ivoire.
Parce que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire seront debout et on va le dire. À chaque élection, il aura, comme les grands frères l'ont fait, il aura des boycotts. Si par la force des choses que tu passes, tu vas passer, mais on ne va pas reconnaître ce pouvoir-là, mais on va subir le pouvoir jusqu'à ce qu'un jour, l'intelligence démocratique prendra le dessus sur la jeunesse ivoirienne et qu'en ce moment, quand on mettra les gens dans la foule, dans la rue, comme ce qui se passe dans des jeunes pays comme le Burkina, et que l'armée, voyant le peuple dans la rue, vienne déposer le pouvoir et puis passer à autre chose. Mais c'est au coup de lutte et de lutte, parce que le rôle de l'armée, c'est ça. Si ça ne va pas, l'armée dit, ben écoutez, mais pour ne pas qu'on arrive au coup d'État, il faut que les présidents respectent des tests. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, n'ayez pas peur. Nous sommes des jeunes qui sommes appelés à diriger notre pays demain. Nous sommes des jeunes qui devons avoir la force de tenir des discours politiques, mais dans la réalité et dans les règles de l'art de la politique. Ne soyons pas dans la cupidité. N'ayons pas peur d'écrire notre histoire. Si aujourd'hui vous avez des référents comme des Thomas Sankara qui se sont arrêtés devant les néocolonialistes pour leur dire non, si Sékou Touré a dit non, si Houphouët-Boigny a dit non à sa manière, parce qu'effectivement, il faut que vous le reconnaissiez ici, Houphouët-Boigny a dit non, mais il avait une vision. Parce qu'à cette époque-là, comme Lumumba pourrait le dire, hélas, je suis venu un peu plus tôt, mais Houphouët-Boigny n'a pas été con comme Lumumba. Houphouët-Boigny a dit là, mais aujourd'hui, quand Houphouët-Boigny prenait des dispositions comme ça pour que la Côte d'Ivoire soit le pays moderne qu'on a, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Cet organe puissant aujourd'hui qui permet que moi je peux me tenir dans mon salon ici et puis vous parler dans votre salon. Il fallait sortir, parler et il y avait les policiers qui chicotaient les gens. Les gens ont mené des luttes. Aujourd'hui, nous avons la facilité de faire passer nos messages et nous allons être lâches. Nous allons reculer. Non, les amis, refusons cela. Au nom de notre génération, refusons cela au nom de la démocratie, refusons cela au nom de notre liberté. Si le fils du pauvre ne peut pas s'appuyer sur la Constitution pour se battre, pour aller à l'école CP1, CP2, université, pour jouir de son intelligence, de son cerveau que Dieu lui a donné, pour que par la force de son cerveau, il puisse convaincre les gens, parler aux gens de façon claire, pour être un jour quelqu'un demain, et que nous soyons lâches, pour dire comme ils sont forts, on ne dit rien, les gens vont nous marcher dessus, et nous n'allons pas avoir d'avenir. Houphouët-Boigny, c'est un grand homme. Il a été malin, et il a su berner les Occidentaux, pour que la Côte d'Ivoire soit le pays prospère que nous ayons aujourd'hui. Par rapport aux autres, qui n'avaient pas les moyens de pression, qui n'avaient pas les moyens à la disposition, mais on ne fait pas gros cœur partout. On ne fait pas gros cœur partout. Gros cœur, on le fait en fonction de la situation. Nous, aujourd'hui, nous avons l'avantage des réseaux sociaux pour pouvoir nous exprimer librement. Nous devons utiliser ces réseaux sociaux-là, être dessus dans le respect de nos institutions actuelles, parce que oui, c'est eux qui nous dirigent, mais pouvoir leur dire la vérité, pouvoir les regarder face à face pour leur dire non, dosez un peu, dosez un peu. Est-ce que c'est normal actuellement qu'il y ait encore des exilés au Ghana en 2022 là? C'est normal qu'il y ait encore des exilés ivoiriens au Togo en 2022. Est-ce que c'est normal qu'il y ait encore des prisonniers encore en 2022? Au nom de quoi? Et pourquoi vous avez peur de mettre votre caméra? Que si une personne parle pareil, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, pour faire pression sur le pouvoir, pour que le pouvoir cède. On ne veut pas les chasser, mais on veut simplement qu'ils donnent un peu d'humanité. Est-ce qu'il est possible que Charles Blé Goudé, parce qu'il a été acquitté, on l'a accusé, on l'a envoyé à La Haye, il a été acquitté, il a obtenu son passeport et qu'il ne rentre pas. En quoi il est une menace pour son pays? En quoi, en vertu de quoi tu te permets d'outrepasser la constitution de notre pays qui dit que nul Ivoirien n'a le droit d'être contraint en exil? Mais celui qui piétine la constitution tous les jours, on sait où il se trouve. On sait où il se trouve. Parce que nous l'aimons et parce que nous avons peur, parce que nous voulons être beaux à l'égard d'un être humain. Mais on ne veut pas être beau à l'égard de notre constitution, qui est celui-là même, qui est vraiment l'emblème de la Côte d'Ivoire. Tu dis que tu aimes la Côte d'Ivoire ou bien tu aimes une personne mortelle qui va mourir comme nous. Bon sang. Le culte d'une personne
et tu te dis ivoirien, je préfère aimer la Côte d'Ivoire que d'aimer un être humain. Je préfère aimer quelqu'un qui est prêt à faire respecter les tests de mon pays, l'emblème de mon pays, que de respecter un être humain. Je suis désolé, c'est ce que je pense. Je suis désolé. Nous avons la vérité devant nous et nous allons laisser la vérité pour aller dans la cupidité. Je suis désolé. Guillaume Soro prend le pouvoir. Il ne respecte pas les promesses qu'il a tenues. Forcément, il va y avoir des jeunes qui vont se lever contre lui. Il faut que les jeunes se prennent en charge. Il faut que les jeunes se réveillent. Il faut que les jeunes soient des patriotes. Ruban orange, nous sommes là pour que les valeurs républicaines, les valeurs ivoiriennes soient respectées. C'est ce message fort que nous jeunes, que ce soit politique, culturel, religieux, médias, sportifs, jeunes ivoiriens, au sein de Ruban orange, nous allons être tellement puissants que tous les dirigeants, toute obédience politique, quand ils viendront pour vouloir diriger la Côte d'Ivoire, ils vont réfléchir par deux fois pour dire que nous sommes obligés, nous avons l'obligation de respecter la Constitution. N'ayez pas peur, c'est possible, parce que nous avons les armes nécessaires aujourd'hui. Nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui pour nous faire entendre. N'ayez pas peur. Sur ce, mes amis, je crois que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup duré, mais c'était ce message que je voulais passer à travers les dires de ma soeur Kadi, parce que je vois que elle est beaucoup dans une logique imaginaire, mais pour lui dire à côté d'elle, il y a aussi des jeunes Ivoiriens qui ont la conscience et qui ont la connaissance. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui connaissent parfaitement et réellement l'histoire de leur pays. Le jour que vous voulez que je vienne ici pour vous parler de Guillaume Soro, je viendrai pour vous parler de Guillaume Soro et des faits réels, les faits d'âme de Guillaume Soro. En tout cas, en Côte d'Ivoire, pour ce qui me concerne, après Houphouët-Boigny, celui qui a fait quelque chose, qui a une histoire politique bien tracée, quelqu'un qui a été premier ministre, d'un président qui l'a combattu et qui a eu une cohabitation hors pair, mon frère, c'est du jamais vu. Demandez ici, que ce soit au Sénégal, que ce soit partout dans le monde, les présidents quand ils cohabitent ici, là. Regardez un peu la cohabitation de Mitterrand et Chirac. En France même ici, que la France qui est notre marraine, hein. Demandez un peu la cohabitation Mitterrand-Chirac et puis regardez la cohabitation Guillaume Soro-Gbagbo. Guillaume Soro a été capable de rentrer dans la chambre de Gbagbo pour lui dire, président, allons faire la flamme de la paix à Bouaké, dans le bastion rebelle. Et Gbagbo lui a fait confiance, Gbagbo l'a suivi. Gbagbo est allé à Bouaké, Gbagbo est revenu. Mon frère, dans la vie, quand ton cœur n'a pas encore battu, c'est-à-dire que quand tu es dans l'ascenseur, et bien ça fait brou, 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 ton cœur bat. Mais on te dit, toi, que les gens sont venus le 19 septembre pour venir prendre ton pouvoir là, viens dans les territoires avec des rebelles incontrôlés, des rebelles incultes, des rebelles sauvages qui sont dans le stade de Bouaké là. On ne sait pas où la balle va partir. Gbagbo a regardé Guillaume Soro. Il dit, mon fils, je te suis, on y va. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas parler de la personne de façon vulgaire. Quand Gbagbo Laurent a proclamé sa victoire pour dire il est le président de la Côte d'Ivoire au soir des élections en 2010, Guillaume Soro a pris sa voiture, allé chez Gbagbo Laurent à la maison pour dire, monsieur le président, vous avez perdu les élections. Il y avait toute la garde de Gbagbo qui était là. On aurait pu l'arrêter, on aurait pu le tuer, on aurait pu le traumatiser, prendre ses doigts, découper, faire sauce aubergine pour manger. Il est allé, il lui a dit, monsieur, vous avez perdu. Il a pris sa voiture, il est sorti devant toutes les gardes, tous les barrages que vous pouvez imaginer là. Il a traversé tout ça, il est parti. Aujourd'hui, vous parlez. Aujourd'hui, vous parlez. Vous savez qu'il y avait deux républiques en Côte d'Ivoire. Il y avait la République du Golfe. La seule république
qui se résume en un bâtiment. C'est la République du Golfe. L'expert, le génie qui a eu cette idée du Golfe, il s'appelle Guillaume Soro. Convainc tous les bailleurs, les opérateurs, les partenaires qui sont les Français, les Américains, les Anglais, tout le monde, de la nécessité de maintenir ce coin-là et de contraindre les Nations Unies qui sont là pour tout le monde à la sécurité de ce golfe-là. Vous n'avez pas vu à la télé les Onusiens en train de se battre contre Gbagbo? Il a fallu un politicien pour manager tout ça, pour goupiller tout ça, pour que vous ayez ce que vous êtes en train de parler aujourd'hui. La République du Golfe, l'idée, c'est Guillaume Soro. Aujourd'hui, pour mes frères d'en face du FPI, la pergola, ce bâtiment qui a recueilli toutes les familles des personnalités, tous les anciens ministres, les anciens directeurs généraux et tout ça, sécurisé dans cet hôtel. L'Ivoirien qui ne voulait pas qu'on tue ses semblables, qui ne voulait pas voir un seul sang d'un Ivoirien tomber, couler, qui a donné l'ordre qu'on réquisitionne cet hôtel pour transporter et que ceux qui peuvent par les moyens converger vers la pergola pour avoir la sécurité. C'est sur ordre de Guillaume Soro. Ceux qui pouvaient appeler et qu'on envoyait, on dépêchait des contingents pour aller les chercher, eux et les familles pour les ramener à la pergola. C'est sur ordre de Guillaume Soro. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est un criminel, c'est un tueur, c'est tout ça. Mais l'histoire est très éloquente. L'histoire est très éloquente. L'histoire, c'est ce qu'il a fait. Ok? Au jour d'aujourd'hui, là, on voit ce qui se passe là-bas. Tous les services qu'il a occupés. Quel était le ministre de la communication? Tout le monde savait encore qu'il y avait ce qu'on appelait le ministère de la communication. Quel était ministre de la Défense? Tout le monde savait qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le ministère de la Défense. Quel était Premier ministre? Tout le monde savait ce qu'on appelle Premier ministre. Quel était président de l'Assemblée nationale? Tout le monde avait les yeux fixés sur l'Assemblée nationale. C'était trop chic. On était fiers. On dit, oh, l'Assemblée nationale. Tout le monde, les députés commençaient à être fiers de dire, ma petite, ça va, tu me connais, je suis député. Ils étaient fiers. Quand il a quelque chose en main, il transforme ça en magie, en or. Quand il a été opposant, et qu'il a commencé à faire ses tournées, et qu'il a commencé à recevoir dans sa résidence tous les chefs traditionnels de toutes les contrées, quand il a rendu le tablier et qu'il était chez lui. Vous n'avez pas vu tous les chefs qui venaient le saluer? Vous ne voyez pas comment c'était joli? Regardez cette ferveur de chefs traditionnels qui venaient à sa résidence avec les petits cadeaux, les moutons, les temps. Vous n'avez pas vu tout ça? Quand lui-même encore, il s'est levé pour aller jouer Maracana, aller s'asseoir dans les grains, boire le thé. Et c'est ce que j'étais en train de traduire à ma soeur. Pour dire, Guillaume Soro, c'est quelqu'un quand tu l'appelles, même en tant que Premier ministre, où tu te retrouves, même si tu as Selmer, il peut venir te retrouver. Mais comme elle ne connaît pas l'image, la figure que je voulais traduire, elle a ramené ça à moi-même pour dire que c'est moi-même. Non. Quand on prend une image pour donner l'exemple de la bonté humaine de quelqu'un, on peut le traduire pour dire que moi-même là, regarde moi-même, je peux l'appeler pour dire, viens, il va venir. C'était cet exemple de ce grand homme qui allait vers les populations et qu'on a vu à la télé. On l'a vu. Aller jouer, porter le maillot, jouer avec les jeunes, aller à la pêche avec les jeunes, aller dans les champs avec les jeunes, en voiture, pendant qu'il était en disgrâce avec le pouvoir. Mais il faisait ça dans la route, dormir dans les villages, sans électricité, sans eau potable, offrir des écoles et tout ça, avant d'être contraint en exil. Il a fait ça ou bien il n'a pas fait? Vous n'avez pas vu? Même dans opposition encore, il a donné le sens de ce qu'on appelle opposition. C'est quelqu'un, quand il touche quelque chose, c'est doux, c'est chic. Pourquoi vous voulez que nous on abandonne quelqu'un comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Alors les amis, je suis venu répondre à ma soeur, à mon frère Andy Maribel. Si tu as entendu ton nom dans la bouche de cette Kadi, tu es mon frère. On s'est eu ce matin, on a discuté, et je tenais à te blanchir ici, devant tout le monde, pour dire que c'était un exemple. Parce que tout le monde t'a vu ici dans le truc du GPS, tout ça. Et c'était aussi pour montrer qu'on peut être GPS
et aller à Abidjan et revenir. Et tu l'as démontré, tu es parti, tu es revenu. Maintenant, tes aspirations et ta sensibilité politique, ça n'engage que toi. Moi, j'ai parlé à une sœur, mais je ne savais pas que j'avais une sœur qui enregistrait tout le monde qui était en mission pour pouvoir sortir les audios. Je n'ai pas peur. Si tu as sorti les audios pour me faire passer pour un GPS, mais ce n'est pas toi, tes audios là qui vont montrer à la Côte d'Ivoire que je sais. GPS, tout le monde sait que je le suis. Je l'ai revendiqué depuis toujours. Mais ça ne m'a pas empêché de tisser mes liens de fraternité avec mes amis des autres bords et des autres partis politiques. Nous ne sommes pas en concurrence. Nous avons une seule devise, c'est l'union, la discipline et le travail. C'est être toujours disponible au service de notre pays. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à toutes les filles, à tous les fils de la Côte d'Ivoire, dans tous les contrées reculées de la Côte d'Ivoire, à toutes les filles, à tous les fils de la Côte d'Ivoire, dans toutes les diasporas, à tous les exilés, à tous ceux qui pleurent, qui sont loin de leur patrie. Je vous demande de prier toujours, de sorte qu'un jour, Dieu, le bon Dieu, le souverain, que nous tous nous prions, que le chef de l'État lui-même est allé rencontrer à la Mecque, que le bon Dieu la touche son cœur pour qu'il signe ce décret-là, pour permettre à ce que tous les exilés puissent rentrer en Côte d'Ivoire en toute sécurité et vivre en paix. Et vivre en paix. Ça ne sert à rien. Ok? Sur ce, shalom. Paix chez vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de la Côte d'Ivoire, je vous remercie.